Ils sillonnent les mers et les océans. Ce sont des chasseurs extraordinaires, des créatures extrêmement racées et de véritables monstres qui rôdent dans les profondeurs océaniques. Les requins des grands fonds sont des animaux terrifiants, dangereux, énigmatiques. On emploie des technologies de pointe pour les dépister. Dans la pénombre des fonds marins de l'archipel nippon, les chercheurs rencontrent des bêtes effroyables et quasiment inconnues. Le mont Fuji, point culminant du Japon, magnifique et célèbre dans le monde entier. Au pied de ce volcan de près de 3800 mètres d'altitude, semblant sortir d'un livre d'images, se trouve l'un des canyons sous-marins les plus profonds de la planète. De gigantesques araignées de mer peuplent ces profondeurs qu'aucun rayon de lumière n'atteint, et où la nourriture très sporadique ne permet qu'à peu de créatures de survivre, comme les calamars géants, ces êtres fabuleux et solitaires qui n'ont d'ennemis que les cachalots. Ces champions de plongée sous-marine s'enfoncent sans effort dans le royaume ténébreux des fonds océaniques, à des centaines de mètres de profondeur. Les cachalots ne font pas seulement irruption dans les eaux profondes lorsqu'ils cherchent des proies à se mettre sous la dent, mais aussi lorsqu'ils meurent. Leur corps inanimé se met alors à couler et s'en va reposer sur le plancher océanique pour servir de festin aux carnassiers et charognards du Pacifique. C'est cette fonction alimentaire remplie par les grands cachalots après leur mort qu'entendent exploiter les spécialistes japonais des requins. Pour cela, ils en ont congelé un spécimen. Ce jeune cachalot, retrouvé mort sur une plage il y a quelques années, doit les aider dans leur recherche d'espèces rares de requins des grands fonds en leur servant d'appât. Un appât monumental, lourd de plusieurs tonnes. L'expérience qui va commencer à présent sur le bateau Alucia est menée par l'équipe de l'Agence japonaise des sciences et technologies marines et terrestres. C'est une expérience totalement inédite. Le navire est équipé de plusieurs bathyscaphes. C'est grâce à ces submersibles que les chercheurs pourront pister les mystérieux prédateurs des eaux profondes. Ils espèrent enfin pouvoir filmer certains des requins les plus rares de la planète grâce à une caméra ultrasensible. Le professeur Fujiwara a étudié le rôle biologique des cadavres de cachalots dans l'écosystème profond. Le cachalot est protégé par une peau très dure. Les petits organismes mettent donc énormément de temps à la percer pour manger la chair. Cette peau très dure, tapissée d'une graisse compacte, forme une protection de 20 cm d'épaisseur. Sho Tanaka pense qu'un requin donne le top départ des réjouissances. Il espère qu'il mordra à l'hameçon. À 500 mètres de profondeur, il y a beaucoup de requins. Un cachalot comme celui-ci sera une aubaine pour eux. Ils devraient vite le repérer. L'expérience se déroule dans la baie de Sagami, qui s'étend à l'est de la péninsule d'Izu. Les profondeurs de cette zone dissimulent un relief extrêmement
Une vallée sous-marine s'étend sur plus de 100 km. Elle se situe à seulement 20 km de la rive et à plus de 2000 mètres de profondeur. C'est la baie la plus profonde du monde. Ce canyon gigantesque est relié à la fosse marine d'Izu-Ogawa, où l'expérience va être menée. On le soulève! C'est l'appât le plus formidable de l'histoire de la recherche océanographique. La Lucia n'est pas assez spacieux pour permettre de déplacer ce cadavre de près de 5 mètres de long, de manière à le plonger dans l'océan de façon stratégique. Aussi, les océanologues doivent-ils recourir à une plateforme, d'autant que la méthode d'immersion qu'ils souhaitent appliquer nécessite un équipement technique bien particulier. De son côté, Yoshihiro Fujiwara se prépare à plonger à bord du Triton, le bathyscaphe 3 places qui va suivre le cachalot pour observer ce qui se passera. Il se dégage du cadavre désormais décongelé une forte odeur à laquelle les requins ne devraient pas pouvoir résister. C'est ce qu'espère le biologiste qui s'apprête à étudier scrupuleusement leur comportement. Tout doit aller très vite, car une fois qu'ils auront senti la chair fraîchement décongelée, les chasseurs des profondeurs ne tarderont pas à surgir. C'est la première fois de l'histoire qu'on met un cadavre de cachalot au service de la science pour appâter les requins. Le Triton est lâché. Il peut commencer sa descente vers l'inconnu. L'équipe de recherche a choisi un endroit où la baie n'est profonde que d'environ 500 mètres afin que le submersible n'ait pas à parcourir une trop longue distance. C'est un paysage désertique qui s'étend sous les yeux des plongeurs. On n'y voit quasiment aucun organisme vivant. Mais où est donc passé le appât? Si tout semble calme, nos explorateurs, eux, ne le sont pas tant que ça. Chose inattendue, leur sous-marin est en train de dériver. Le courant est fort, là. Des particules en suspension rendent le courant visible et brouillent la vue. Il faut qu'on aille... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au sud, à l'est? Une carte des fonds marins n'est guère utile quand les eaux sont si troubles. Je vois quelque chose. Soudain, des formes confuses se dessinent dans la lumière des phares. Ouais, c'est bien lui. Allez, on y va. C'était bien le cachalot qu'il discernait, oscillant au bout de sa corde, retenu par un bloc de béton. Le cachalot est en train de danser dans le courant. On dirait que sa tête est relevée. Comment un cadavre peut-il se mouvoir de la sorte? Regardez, un énorme requin, juste là. Oh mon Dieu! Il a déjà un griset sur lui. C'est lui qui le fait bouger. Tout s'explique. Yoshihiro Fujiwara croit avoir reconnu un griset. Malheureusement, en inspectant intensivement le cadavre, l'animal soulève énormément de poussière. J'ai devant moi un griset d'environ 30 pieds de long. C'est là un animal gigantesque, au moins aussi grand que le cachalot. Dans ces conditions, il n'est pas évident de déterminer l'espèce avec certitude. Mais on peut estimer sa taille approximative. 6 mètres. C'est immense, même pour un griset.
C'est lui que l'océanologue attendait. Avec des dents comparables à des scies et une mâchoire inférieure d'une puissance inouïe, ce terrible carnassier des grands fonds entaille le cadavre. Le festin peut commencer. Les grisets ont des yeux rétractiles. Ils les rentrent à l'intérieur de leurs orbites pour mieux les protéger lorsqu'ils attaquent une proie. Ces organes très sensibles leur sont en effet extrêmement précieux pour les chasses en eau trouble et obscure. Bizarrement, après avoir avalé une bouchée, voilà que l'animal s'éloigne du cachalot et met le cap sur le bathyscaphe. Aurait-il peur que le triton lui fasse concurrence? Non. Il semble plus intrigué qu'agressif. Le griset possède 6 paires de fentes branchiales, contrairement à presque toutes les autres espèces de requins qui n'en ont que 5. Le requin s'en est allé après avoir ouvert un trou béant dans le cachalot, permettant ainsi à une multitude de petits charognards d'accéder directement à sa chair. Mission accomplie. L'expédition a porté ses fruits. Je n'imaginais pas qu'un si grand requin s'attaquerait si vite au cachalot. Une semaine plus tard, la Lucia revient sur les lieux de l'immersion. Voici venu le moment de remonter la caméra qui avait été installée à côté du cachalot pour filmer ce qui allait se passer dans les jours suivants. L'opération requiert un certain doigté. Les prises de vue de cette caméra d'observation sous-marine promettent des découvertes sensationnelles. Yoshihiro Fujiwara espère que leurs efforts vont payer. J'ai hâte de voir ce qui a été filmé. Tout l'équipage de la Lucia est rassemblé pour découvrir ces images. Un requin colossal fait son apparition dans le champ de la caméra. C'est encore une fois un griset. Ces prises ont été filmées le 7e jour. Le professeur Fujiwara et son collègue Sho Tanaka ont reconnu certaines attitudes caractéristiques de ce grand requin. Il s'agit du même animal que celui qui avait donné le premier coup de dent dans le cachalot immédiatement après son immersion. Un griset femelle. Si elle rôde comme ça, c'est pour défendre le cadavre du cachalot. Quand ce genre de gros stock de nourriture leur tombe du ciel, les grisets patrouillent tout autour pour ne pas se le faire voler. Sur aucune des images, on ne voit un quelconque requin disputer son trésor à notre superbe femelle. En revanche, on y voit une araignée de mer et d'autres petits carnassiers moins féroces, tels que des isopodes marins, des congres et des anguilles dites égorgées. Les oursins aussi profitent de cette somptueuse charogne. Le requin a en quelque sorte préparé le terrain en mordant dans le cachalot, un peu comme un humain laboure un champ. De cette façon, il a permis à des êtres plus petits de se nourrir et d'assurer leur survie. D'autres vidéos d'observation montrent qu'un nombre impressionnant d'habitants des grands fonds ont convergé vers ce buffet. L'endroit s'est transformé en une sorte d'oasis, où se rencontrent les organismes les plus différents,
dont certains viennent de loin pour participer à ce banquet inespéré au beau milieu de l'immense désert sous-marin de la baie de Sagami. L'existence des requins d'eau profonde a été découverte à la fin du 19e siècle par l'équipage du Challenger, un vaisseau de recherche britannique qui menait alors la première grande campagne océanographique mondiale. C'est au large du Japon qu'il a repéré des créatures monstrueuses au plus profond de l'océan, pour la plupart au pied du mont Fuji. Il y a entre le sommet du volcan et le plancher océanique un dénivelé de 6500 mètres. Ici, l'océan atteint par endroits 2800 mètres de profondeur. Mais ces hommes ne comptent pas plonger leurs appâts aussi bas. Ce sont des pêcheurs de poissons d'eau profonde qui ont une connaissance très pointue des fonds marins et participent au programme de recherche de l'équipe de spécialistes. Pour cette expérience étalée dans le temps, ils ont immergé ce dispositif plus de 200 fois. La caméra a été placée à plus de 20 endroits différents dans la baie de Suruga, à l'ouest, et celle de Sagami, à l'est de la péninsule d'Izu, pour essayer d'en savoir plus sur ces mystérieux prédateurs que le Challenger a découverts il y a à peine un siècle et demi. Une fois de plus, l'équipe de recherche veut tenter d'attirer ces bêtes féroces devant leur caméra au cœur de la baie de Suruga. La cagette renfermant l'appât et la caméra qui était fixée dessus touche le fond à 801 mètres de profondeur. Un étrange reflet apparaît à l'image. Quelque chose s'approche déjà. Un requin a flairé l'appât. C'est un Centrosimnus wastoni, également appelé Pellona râpeux, un petit requin qui mesure tout au plus 1,30 m. Il se nourrit vraisemblablement de petits poissons et de mollusques. Quand il attrape une proie, il avale beaucoup de vases qu'il expulse par les branchies ou les spiracles ou évents, des ouvertures situées à l'arrière des yeux. Ses grands yeux semblent émettre de la lumière. C'est l'effet d'une membrane réfléchissante qui tapisse le fond de ses globes oculaires. Elle capte même les lumières de très faible intensité et les amplifie. Ce sont là des images exceptionnelles d'une créature que seuls de rares spécialistes connaissent. La caméra a également été immergée à un autre endroit, cette fois-ci à 1000 mètres de profondeur. Si à première vue ces images ressemblent aux précédentes, le spécimen qui s'approche cette fois de la cage est d'un tout autre calibre. C'est un Somniosus pacificus, un requin dormeur du Pacifique, qui mesure au moins 5 mètres. Du fait de leur apparence tranquille, ces requins ont été sous-estimés. Mais l'analyse du contenu de leur estomac a révélé qu'ils se nourrissaient de phoques et autres excellents nageurs. De son côté, l'équipage du bathyscaphe a fait une rencontre extraordinaire dans la baie de Suruga. Ce nez proéminent est celui du Mitsukurina wastoni, ou requin lutin. Ce requin peut atteindre près de 6 mètres de long. On en sait encore très peu sur lui. L'une des caractéristiques notables du requin lutin
et son museau particulièrement allongé en forme de spatule. Cette sorte de longue extension nasale comporte une myriade de petits capteurs sensoriels, les ampoules de Lorenzini. Elles détectent les variations de champs électromagnétiques, même infimes, comme celles générées par l'activité musculaire d'un être vivant, si faible soit-elle. Le requin lutin se sert donc de son large nez, ou plus précisément de son rostre, pour sonder le fond de l'océan et débusquer ses proies. Même enseveli, celles-ci n'ont pas la moindre chance de lui échapper, puisqu'il peut détecter une variation de champ électrique d'un 10 000 de volt. Mais aussi utile que soit son rostre, équipé de capteurs pour la recherche de nourriture, il semble bien peu commode pour manger. Les apparences sont trompeuses. En un éclair, il déboîte sa mâchoire pour la projeter en avant. Une technique diabolique, grâce à laquelle ce redoutable prédateur réduit la distance entre sa gueule et la proie, qu'il aspire goulûment. Autre détail trompeur, mais cette fois sans conséquence, ce qui ressemble à s'y méprendre à des yeux au regard satanique sont en fait des fosses nasales. Voici un fossile de l'ancêtre du requin lutin, découvert dans une strate géologique de l'ère mésozoïque, pendant laquelle les dinosaures régnaient en maître sur la Terre. Le professeur Henri Capetta étudie les fossiles de requins à l'université Montpellier II. Il considère les monstres des eaux profondes du Japon comme des animaux à part. On connaît dans les eaux profondes de l'archipel nippon toute une série de sélaciens particuliers, dont Mitsukurina, Chlamydoselacus, Exanchus griseus, qui peut atteindre une grande taille. Et ces formes ont gardé une morphologie primitive qu'on retrouve chez des représentants fossiles vieux de plusieurs dizaines de millions d'années. Les dinosaures comptent parmi les espèces qui ont duré le plus longtemps sur Terre. Et pourtant, quand les Argentinosaurus broutaient les feuillages des arbres préhistoriques il y a 100 millions d'années, des requins patrouillaient déjà dans les profondeurs des océans depuis 300 millions d'années. Les dinosaures se sont éteints à la fin du Crétacé, quand un astéroïde de 15 km de diamètre s'est écrasé dans le golfe du Mexique à une vitesse 20 fois supérieure à celle d'une balle de fusil. Le choc a libéré une énergie équivalente à la puissance d'explosion de plusieurs milliards de bombes atomiques. De nombreux incendies de forêt, tremblements de terre et tsunamis en ont découlé. Et de formidables nuages de poussière ont envahi l'atmosphère et plongé la planète entière dans les ténèbres. Des mois durant, pas un rayon de soleil n'est plus parvenu jusqu'à la Terre. Il faisait nuit, jour après jour. Privés de lumière, petit à petit, la plupart des plantes sont mortes. Et les dinosaures se sont mis à mourir de faim, à commencer par les végétariens. Mais bientôt, les carnassiers n'ont plus rien eu à se mettre sous la dent, eux non plus. Et c'est ainsi que toute la grande famille des dinosaures s'est éteinte. En revanche, les habitants des profondeurs ténébreuses des océans ont pour la plupart survécu.
Leur environnement est en effet resté à peu près stable, si bien qu'ils ont très peu évolué. C'est pourquoi on les appelle des fossiles vivants. Qui aurait pu croire qu'après tant de bouleversements environnementaux, ces animaux du passé puissent encore exister? En voici un. Le requin lézard, requin frangé ou encore requin à collerette. L'anatomie de ce sélacien le distingue de toutes les autres espèces de requins existant de nos jours. Elle correspond à celle d'un requin préhistorique. Sa dentition très singulière, faite de plusieurs rangées de dents effilées comme des aiguilles, porte certains paléontologues à le considérer comme le dernier membre d'une famille d'animaux vieille de 380 millions d'années. D'autres le relient plutôt à une espèce remontant à seulement 35 millions d'années. Quoi qu'il en soit, les requins lézards présentent des caractéristiques très différentes de leurs congénères des temps modernes. La tête du requin à collerette ressemble à celle d'un serpent, et il a 6 paires de branchies au lieu de 5 chez les autres requins. Ce n'est pas un animal de notre époque. Les mâles, que l'on reconnaît à leur partie génitale de couleur rouge, située en avant de la nageoire anale, mesurent au maximum 1,35 m, alors que les femelles peuvent atteindre 2 mètres. Elles ne sont pas pour autant des beautés. Cette mission d'exploration des profondeurs sous-marines est un succès. Dans des conditions plutôt hasardeuses, les chercheurs ont réussi à filmer un poisson qui ne se montre jamais à la surface de l'eau et que presque aucun homme n'a jamais vu de ses yeux. Mais le moment fort de l'expédition reste à venir. La Lucia se dirige à présent vers un autre lieu de recherche où plonger son dispositif, un royaume marin qui abrite une créature pour ainsi dire mythique. Elle a été découverte en 1976 à Hawaï par Layton Taylor, un chercheur spécialisé en biologie marine. Waouh, quelle gueule gigantesque! On va l'appeler le Megamouth Shark, le requin grande gueule. Je savais qu'il s'agissait d'un requin, mais ses caractéristiques ne correspondaient à aucune espèce que j'ai pu observer par le passé. Quand nous avons regardé à l'intérieur de la gueule de ce requin, il nous a paru évident qu'il était différent des autres. C'était comme argenté et ça réfléchissait la lumière. Certaines personnes prenaient des photos avec des flashs et nous nous sommes rendus compte que les flashs faisaient briller cette membrane argentée comme une sorte de miroir. Malheureusement, nous n'avons pas pu observer le requin assez tôt. Il n'était plus assez frais pour que nous puissions en être sûrs, mais ça pourrait être une sorte de piège lumineux qui leur permettrait d'attirer leur proie dans leur gueule. Le professeur Taylor pense que ce requin est doté d'un organe bioluminescent qui émet de la lumière, elle-même réfléchie par sa muqueuse buccale argentée. La confirmation de cette théorie ferait sensation. 37 années ont passé depuis cette découverte à Hawaï. Jusqu'à présent, on n'a trouvé dans le monde entier que 50 spécimens de Megamouth, dont près d'un tiers dans les eaux de l'archipel nippon, et en particulier dans celle qui baigne le pied du mont Fuji, au large de la péninsule d'Izu. À bord de la Lucia, l'équipage est en plein brainstorming. Il s'agit de développer une stratégie gagnante afin que l'opération de recherche du requin mythique porte ses fruits. Le Megamouth n'a que rarement été observé en vie dans son milieu naturel. Sho Tanaka est impatient de plonger enfin dans le royaume du Megachasma pelagios. Mais l'entreprise est trop importante et les choses trop compliquées une fois sous l'eau pour qu'on puisse se permettre de bâcler les préparatifs. En 2003, le biologiste a pu disséquer un Megamouth découvert mort dans la baie de Suruga. Depuis, il rêve d'en approcher un vivant dans les grands fonds océaniques. Okay, coming up.
Grâce au Triton, il va peut-être enfin réaliser son rêve. Ses chances de rencontrer un de ces êtres fabuleux sont plus grandes ici, au large de la péninsule d'Izu, que partout ailleurs dans le monde. Plus ils s'enfoncent dans les profondeurs, plus fantastiques leur apparaissent les créatures qu'ils aperçoivent. Profondeur, 150 mètres. À tout moment, un Megamouse pourrait faire irruption. À Lucia, ici Triton. Nous dépassons la barre des 200 mètres. La zone sous-marine, située entre 200 et 1000 mètres de profondeur, n'a jamais été explorée jusqu'à présent à cet endroit du globe. Une colonie de salpes se profile dans le lointain. Elles sont au repos. Si ces thaliacées ressemblent étrangement à des méduses, ce sont en fait des organismes proches des vertébrés. Ça, c'est bel et bien une méduse. Et ça, c'est un petit calamar. Espérons qu'on verra bientôt un Megamouse. Hélas, aucun indice ne porte à croire que le légendaire Sélastien rôde dans les parages. Mais soudain, un minuscule organisme passe furtivement devant le cockpit du Triton. Une crevette cerise. Voilà un premier indice et de quoi réjouir le professeur Tanaka. Le Triton semble être sur la bonne voie. C'est maintenant un essaim de crevettes qui apparaît dans la lumière des phares du bathyscaphe. La nourriture préférée du Megamouse. Des poissons sabres ou ceintures d'argent sont également présents et un squale liche rejoint la mêlée. Un instant plus tard, les crevettes ont disparu et le Triton a épuisé son temps de plongée. C'est plus ou moins l'heure à laquelle les crevettes remontent à la surface. Le chercheur sait que le soir, les crevettes remontent dans des couches océaniques moins profondes. Et de fait, les revoici. Un nombre prodigieux de crevettes remontées vers la surface à la recherche de plancton est en train de festoyer à seulement 50 mètres de profondeur. Dans l'obscurité, elles sont à l'abri de la plupart des prédateurs marins, mais pas de celui que Sho Tanaka recherche si ardemment. Si un Megamouse était dans les parages, il pourrait avaler tous les seins. Malheureusement, ce n'est qu'une hypothèse illustrée ici au moyen d'une simulation virtuelle. Sho Tanaka s'est fait une raison. Mais il ne sait pas que dans quelques heures, il rencontrera le Megamouse dont il rêve depuis si longtemps. Une nouvelle surprenante l'attend en effet au bord de la Lucia. Quelques kilomètres plus loin, des pêcheurs ont repéré un requin étrangement grand dans les vagues, dont l'aspect leur a semblé inhabituel. Ce pourrait bien être un Megamouse. Pour le savoir, rien de tel que d'aller sur place. L'océanologue est attendu par les pêcheurs qui lui assurent que le requin est encore là, à rôder autour de leurs embarcations. Avant toute chose, je veux voir à quoi il ressemble. Plus facile à dire qu'à faire. La lune brille, mais sa lumière est réfléchie par la surface de l'eau. Et sous les reflets argentés, impossible de discerner la moindre silhouette.
Et les pêcheurs espèrent vivement que le requin réapparaîtra. Ils connaissent l'obsession de Sho Tanaka et sont eux-mêmes curieux de voir un animal aussi extraordinaire. Sous la lumière des torches, apparaît un essaim de petits crustacés. Il s'agit cette fois de krill antarctique. C'est un proche cousin des crevettes. Lui aussi remonte à la surface de l'eau pour se nourrir de plancton. Si ces minuscules crustacés sont plus petits que les crevettes cerises, leur grand nombre devrait attirer le Megamouse. Il doit être en train de faire des rondes dans les environs, en aiguisant son appétit. Normalement, en pleine nuit, il peut remonter jusqu'à 20 mètres en dessous de la surface de l'eau. Dans le faisceau de lumière du phare de plongée, une silhouette géante se profile. La créature affamée nage juste sous les vagues. Ah, là, vous le voyez? Le spécimen sur lequel l'équipe de recherche est tombée mesure environ 5 mètres. Il nage tranquillement, courbant son corps avec souplesse et donnant une occasion inespérée aux plongeurs d'approcher cet être unique en son genre. Maintenant, c'est sûr. Un requin grande gueule est en train de nager devant l'objectif de la caméra du plongeur. Avec sa tête arrondie, on dirait un hybride issu du croisement entre une baleine et un poisson. Une caractéristique typique du Megamouse. Presque tous les requins grande gueule observés jusque-là étaient des mâles. Cette fois, il s'agit d'une femelle. Nez à nez avec un Megamouse. L'instant est magique. S'il n'a pas l'air particulièrement effrayé par notre présence, il semble trouver la situation tout de même suspecte. C'est toutefois ce que l'on croit lire dans son regard. Ses lèvres sont dotées de plus de 70 rangées de dents longues de 5 mm, recourbées comme autant de minuscules crochets. Pour engloutir plancton, krill et crevettes, il n'a pas besoin d'être muni d'une dentition de tueur. Ce paisible mangeur de crevettes, lourd de plusieurs tonnes, ne possède pas de vessie natatoire, pas plus que les autres requins. C'est le squalène, l'huile présente dans leur foie, qui leur permet de se stabiliser aux diverses profondeurs auxquelles ils se déplacent. Grâce à l'étude de spécimens morts, les biologistes connaissent de nombreux détails de l'anatomie des requins grande gueule. Mais plus d'un mystère reste encore à élucider. L'intérieur de sa gueule réfléchit-il vraiment la lumière? Un petit test réalisé au moyen du phare de plongée nous éclaire enfin sur la question. La lumière semble bel et bien être réfléchie par les muqueuses, phénomène qu'on ne pouvait observer sur les spécimens de laboratoire car les produits avec lesquels on les conserve modifient les tissus. Impossible en revanche de vérifier l'existence de l'organe bioluminescent dont parlait Layton Taylor. Cela reste donc une simple hypothèse. Le requin grande gueule n'a pas volé son nom. 1 mètre sépare les deux extrémités de sa gueule. Paradoxalement, ce n'est pas un grand chasseur.
Ce bon gros géant est unique en son genre au sein de la grande famille des requins. Sa découverte en 1976 a constitué la deuxième découverte zoologique la plus extraordinaire du XXe siècle, après celle du sélacanthe en 1938. L'expédition dans le canyon sous-marin de l'archipel japonais s'est révélée un franc succès. Cette incursion dans le royaume ténébreux des requins les plus étonnants a une fois de plus rappelé au monde scientifique à quel point nous en savons peu sur les profondeurs les plus reculées de notre planète. L'équipe de biologistes nous a fait découvrir des êtres incroyables, dont la plupart d'entre nous n'avaient même pas entendu parler. Nous commençons à peine à percer quelques-uns des mystères qui entourent ces formidables créatures des eaux profondes. L'architeuthis. Ce légendaire calmar géant a été filmé pour la première fois dans son milieu naturel en 2012. Le Megachasma pelagios, notre fameux Megamouse, a montré son nez un peu plus tard encore et vient seulement de se laisser filmer dans son habitat naturel par des spécialistes qui osaient à peine en rêver. Mais de quelques coups de nageoire, il est reparti dans son monde mystérieux, refusant de répondre aux 1001 questions que se posent encore les océanologues et auxquelles les prochaines expéditions tenteront à leur tour de répondre.